Bonjour, aujourd'hui on va continuer un petit peu nos investigations sur la partie level design. On va rajouter un peu d'intelligence artificielle dans tout ça. Donc, vous avez sous les yeux un niveau que j'ai réalisé sous Blender. Donc, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est un peu de pratique, c'est pas si compliqué à faire que ça. Je vais rajouter quelques petits éléments, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc je suis parti du cube, hein, toujours. Alors normalement je dois avoir un moyen afin que vous puissiez voir les touches que je vais utiliser. Voilà. Normalement elles apparaissent en bas à gauche ici. Alors on va juste changer un paramètre couleur, on va mettre un peu plus, voilà, un peu comme ça. Ok, voilà, ça marche. Il y a la touche et l'action qui correspond. Donc ici j'ai un niveau que j'ai donc édité. On a ici un empty, donc que ce soit un empty ou que ce soit un élément, un cube, c'est mon spawn, c'est là où je vais pouvoir, mon player va apparaître. Et ce cube qui est ici va me servir de point de départ pour réaliser les éléments du décor. Alors on va par exemple passer en edit mode, sélectionner par exemple la face qui est ici. Là je vais faire plutôt soit un G comme ça pour déplacer, par exemple comme ça. Je vais déplacer en hauteur, là par contre non, l'objet en entier, je le déplace un petit peu, je vérifie, je suis ici, voilà. Je repasse en edit mode, je vais sélectionner par exemple ici, E toujours, ou G tout simplement. Donc là on ne sait pas trop comment on va faire, donc on va ici, je suis bien en edge, je vais faire un G comme grab, je vais me mettre en X. Alors j'ai dû faire une fausse manip, il a dû créer quand même un élément, G, X, voilà c'est ça que je vais faire. Voilà, un truc un peu comme ça. Donc j'avais bien une face en plus. Là je clique dessus, je passe en mode, je fais R par exemple, R sur l'axe X 180, entrée. Voilà, j'ai un truc un peu tordu, un peu qui va très bien. G, je le mets un peu comme ça. Voilà, une forme un peu improbable, hein, mais c'est pas grave. On va s'en créer d'autres. Donc là, Shift A, Mesh, Cube, G. On l'augmente un peu en hauteur. Et on va le positionner vers là. On le met ici, c'est très bien. Je m'avance un peu. Donc là, on voit que c'est un cube simple. Je passe en edit mode. Sélectionne ici seulement la partie qui m'intéresse, celle-là. G, X seulement. Voilà. Et là, on crée un tremplin, par exemple. Je prends la face qui est en bas. G, Y. Voilà. Ça, c'est pratique. C'est le genre de forme très pratique pour tester ce qu'on va tester tout à l'heure. Et je vais vous montrer un truc qui est plutôt sympa. Donc celui-là, on va le déplacer. Non. On va le déplacer vers là-bas. Et je vais recréer un cube. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle un modifieur. On va le mettre là. Et ici. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va plutôt le mettre en... On va le mettre vers là. Voilà. On va se centrer dessus, juste pour voir un peu. Toujours pratique d'avoir le snap. Ici. Voilà. Voilà, je le mets ici. Peu importe. Add modifier. Il y en a un qui est sympa, vraiment sympa. C'est le generate. Et il est ici. Array. Alors, je vous montre tout de suite. Ça permet de créer des tableaux à
partir d'une forme. Et donc là, on se dit, bah, ça l'agrandit. En fait, ça l'agrandit pas vraiment. Ça rajoute un certain nombre d'éléments. On peut mettre un offset. Voilà, donc là, ça commence à être un peu plus intéressant au niveau de ce que c'est capable de faire. Le factor, ben, on peut dire que c'est -1 plutôt. La distance. Mettre -2 peut-être. Voilà, c'est mieux, c'est un peu plus logique. Donc je vais demander de répéter ça. Et... voilà, un offset, je vais plutôt mettre -4. Voilà, j'ai répété un certain nombre de fois la forme. Je pourrais aussi mettre un offset ici. Voilà, ça fait des diagonales, pas grand intérêt là pour le coup. On va y arriver. Ok, donc on reste comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est cumulatif. Je peux faire un add modifier. Je peux rajouter un autre ray. Là, on va en mettre 5. Offset aussi, mais là, factor 0, 1, par exemple. Donc on peut rajouter au-dessus. Ou -1, ou plutôt 1 ici, pardon. Et 0 là. On peut faire ça. On peut faire un object offset, alors ça non. Constante. Oui. On met 0. Et 3 par exemple. Voilà. 5. Etc. etc. Voilà. Donc on peut créer des tableaux d'objets. Donc là, c'est juste pour m'amuser à mettre des rectangles. Mais... voilà, ici, on revient sur celui-là. Celui qu'on avait tout à l'heure. 7, -7. Voilà. Ça permet de créer des trucs assez facilement, sachant que le seul objet qui existe vraiment, c'est celui qui est au fond là-bas. Donc si j'exporte ça, il n'y aura que celui-là qui va être exporté. Donc soit j'applique mes modifiers ici, soit quand j'exporte, je demande d'appliquer les modifiers à l'export. Nous, on va les appliquer parce que de toute façon... voilà. Donc maintenant, ça... si je descends un peu... l'intégralité de mon élément, c'est ça. Donc si je fais un G, Z... voilà. C'est tout ça qui se déplace. Ok. Donc maintenant, si je fais un S, par exemple, Z2... et là, si je fais un... oh, ça peut être intéressant, ça. S, Shift Z, les regrouper. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. Ça peut offrir pas mal de possibilités intéressantes. Sauvegarder, export, j'exporte ça. Alors, Sets, Models, Arena Level 2. Voilà, ça c'est bon, c'est mon niveau 2. Normalement j'ai un niveau 1, on va vérifier. Open. Level 1. Level 1, il est un peu plus simple. Il peut aussi avoir des modifiers, mais je vous montre la différence. Du coup, export, GLTF. Je me remets aussi sur le IA test, Assets, Models. Et avant de sauvegarder, je vérifie ici, dans les Data Mesh, est-ce que j'ai le Apply Modifiers. Même si mes modificateurs ne sont pas appliqués dans Blender, il les appliquera au moment de l'export, ce qui est plutôt indispensable. Voilà, on est bon. Je vous montre maintenant le code source. Je vais juste committer en théorie. Voilà. Donc là, c'est level 2. Voilà. Le dépôt est à jour. Vous pourrez le récupérer du coup. Voilà. Hop. On va cacher ça. Donc j'ai fait quelques modifications par rapport à la vidéo sur avec le petit véhicule, où on pouvait se déplacer en relatif par rapport à la caméra, charger un niveau 1, niveau 2. Du coup, j'ai un petit peu rajouté des protections, des tests, corrigé des petites erreurs. Mais j'ai surtout rajouté le game state. Le game state, c'est l'état du jeu en cours. Et pour l'instant, l'état du jeu, par défaut, après avoir fait l'init, donc dans l'init, il était en état init, il fait les chargements, il charge le niveau, il spawn le player au bon endroit, etc. etc. Et il arrive à ça. Et il fait un state menu. Il se met en état je suis dans le menu. Et après on a le game loop et c'est tout. Le game loop,
qui va boucler jusqu'à ce qu'on ait quitté le jeu. Donc on n'a pas prévu de fonction pour quitter, mais c'est là-dedans qu'on le ferait. Donc là, il va faire un run infini tant qu'on n'a pas quitté le navigateur. Il fait des updates de ses contrôleurs. Global Manager, Update, Input, Sound. Et il arrive ici, un switch. Et donc on est dans ce cas-là. Et la seule chose qu'il fait, parce qu'il n'y a pas de menu, c'est de passer immédiatement en Start Game, comme si on avait appuyé sur un bouton pour dire Start. Vous regarderez la vidéo sur la gestion des game state que j'ai faite il y a quelques temps, c'est FX et UI. Donc, une fois qu'on est dans la boucle, au prochain tour de boucle, on rentre ici, Start Game, Engine Unlock, le son, il joue la musique du jeu, il passe en mode Level Ready. Normalement, il faudrait faire un load level, etc. etc. Level Ready ne fait rien d'autre que running. C'est ici qu'on devrait faire le load level et pas ici, clairement. Et le draw level aussi d'ailleurs, hein, devrait être fait quelque part ici. Et ensuite, il passe en state running. Et dans le state running, il ne fait que l'update, on voit par défaut aussi. Ici, on a le input controller pour les actions next level, par exemple. C'est ici qu'il charge le niveau suivant et qui vérifie. Il charge le niveau, il respawn et il cache le loading UI. On voit ici qu'il n'y a pas de... Il y a un truc un peu bizarre là, le ven quelque chose. Parce que la fonction load level qui est asynchrone, qui est appelée dans l'init avec un await, ici on ne peut pas l'appeler avec un await, parce qu'on est dans une boucle ici, dans le game loop, mais on est dans une fonction ici, qui est inclus dans le run render loop et qui n'est pas asynchrone. Donc on fait une attente avec un ven. C'est pas vraiment une attente hein, pour le coup. C'est on fait ça, on fait ça, et une fois que c'est fait, on fait ça. Ce qui veut dire que potentiellement, pendant ce temps-là, il fait autre chose. Il faudrait peut-être prévoir des mécanismes de protection. Pour l'instant, je ne le fais pas, ça marche très bien comme ça. Ensuite, si on appuie sur I pour l'inspecteur, ben ça affiche, ça change de caméra, parce qu'il y a deux caméras maintenant. Il y a la caméra, la debug caméra. C'est tout. FPS, Start. Et tout ce qui a changé ici, Save. Dans le Global Manager, il y a les états, les différents états du jeu. Ça, c'est pour les physique masques, mais on s'en sert pas parce qu'il n'y a pas de physique. Et Player, ici, on a un truc en plus. Maintenant, on a la gestion des collisions, mais comme je vous l'ai montré la dernière fois, j'ai voulu changer un peu. Je l'ai fait sans la physique. Donc là, on a le système de collision de Babylon.js. Alors, du coup, c'est légèrement différent. On a toujours... on a les animations aussi, vous allez voir pourquoi. J'ai des variables en plus par rapport à la dernière vidéo. Une fonction respawn qui fait ni plus ni moins que remettre le player à sa place. Je ne passe plus par un transform intermédiaire. Mon player mesh est directement le mesh. C'est pour la collision. C'est peut-être plus simple pour gérer les collisions. Donc, le reste c'est pareil. Animation groupe, je charge les animations, je les arrête toutes et je prends une animation qui est dans le mesh. Ici tout ça, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien puisque le Shadowcaster c'est notre seul et unique mesh. Donc on pourrait faire juste ça. Je vérifie, est-ce qu'il a Child Mesh, Result Mesh. On va faire un truc tout bête, on va faire un add Shadowcaster. If childmesh .get total vertices supérieur à 0, est-ce qu'il a des vertices? Si c'est le cas, à ce moment-là, on recycle les shadows, on caste les shadows et c'est tout. Et nous voilà sur la partie intéressante. Pour gérer les collisions avec... on n'a pas obligation de faire des ellipsoïdes pour gérer les collisions. Ceci dit, pour gérer la fonction que je vais utiliser qui me permet de me déplacer avec Babylon.js en gérant les collisions, il faut un ellipsoïde afin de permettre de pouvoir frôler les murs en diagonale et pas de se retrouver bloqué.
Donc, pour faire les collisions de base, il utilise les bounding box. Donc là, c'est une boîte qui entoure le personnage et qui permet de savoir si on le touche ou pas. Mais pour faire des collisions un peu plus précises et surtout sur des slidings, c'est-à-dire frôler les murs et ne pas rester bloqué, il faut faire quelque chose d'un peu circulaire. C'est un peu comme les capsules, avec la physique. Donc là, c'est un ellipsoïde. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il y a ici. Mais je vais vous montrer le principe de base. Donc normalement, c'est pas là, c'est... voilà. Les positions avec caméra. On voit un test ici qui est très bien et qui est très explicite. Voilà. Un ellipsoïde, c'est ça. Ok, donc en gros, c'est ce qu'on va avoir autour de notre personnage et qui va nous permettre de gérer les collisions et ce qui permet de... voilà, on le voit clairement ici, il a rebondi grâce à l'ellipsoïde. Donc le truc étant bien entendu un petit peu plus compliqué que de faire une bounding box, mais c'est pas énormément plus compliqué. Surtout avec le personnage que j'ai choisi. Vous allez voir. Du coup ici, on a un ellipsoïde avec la taille de l'ellipsoïde. On ne peut pas changer les 3 axes. C'est vraiment un ellipsoïde. Il y a un radius et une hauteur. Vous ne pouvez pas changer X et Z différemment. Enfin, moi, j'ai pas réussi a priori. Quand on a un offset qui permet de le centrer par rapport au mesh, un offset. Ici, s'il y a des bugs collision qui est actif, je vais dessiner comme dans le playground l'ellipsoïde. Pour le reste, input move, pas de changement significatif, 2 variables en plus pour gérer le walking ou pas le walking. C'est pour les animations. Voilà, je fais un peu de ménage, trop d'espace, tue l'espace. Ensuite, dans Apply Camera to Input, là il n'y a pas de changement normalement. Move, il y a un petit changement, c'est ici. Voilà. Si on détecte qu'on a bougé, à ce moment-là, on lance une anime. À condition qu'on n'était pas déjà en train de bouger, bien entendu. D'où le test de la variable ici. Et inversement, si on ne bouge plus et qu'on bougeait avant, on arrête l'anime de marche. C'est basique hein, comme système d'anime. C'est à vous de faire mieux. Ensuite, quoi qu'il arrive, ici on a calculé le move direction. Donc, soit il était à 0, soit il a quelque chose, avec la vitesse. Et à cette move direction, on va ajouter la gravité multipliée par le delta time. On ajoute la gravité de la frame en cours. Et on move with collisions. Ça, c'est une fonction de Babylon.js qui permet de déplacer un mesh par rapport à un certain vecteur en gérant les collisions. Donc quand on ne sait pas trop ce que ça fait, ça, et c'est pas trop mal expliqué, mais c'est pas détaillé à l'extrême en fait là-dedans. Il y a des petits exemples hein, ici, vous pouvez tester. Mais j'ai trouvé que la doc pour une fois n'était pas aussi complète que d'habitude. En tout cas, c'est mon opinion. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher directement à la source. Donc ici, Babylon.js Package Dev Core SRC Mesh, je suis sur le Git de Babylon.js, j'ai cherché ça, Move with Collisions, pour voir ce que ça fait en fait. Donc ça récupère la position, ça add to ref, ça les ellipsoïdes, les machins, le coordinator c'est a priori lui qui s'occupe de gérer tout ce qui est collision. Il vérifie, il fait ses calculs, il fait ses machins, etc. etc. Il récupère la nouvelle position, il appelle des callbacks, et tout ça c'était intéressant. Ce qu'on voit c'est qu'il y a des callbacks ici, en interne, et en fait il appelle des fonctions pour dire est-ce que la position a changé, qui sont, voilà, ici. Est-ce que ça a touché quelque chose? Il appelle un callback, un observable, et quoi qu'il arrive, la position a changé, il notifie un observable. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on est capable, il y a des fonctions où on peut dire, sans faire des actions, on peut dire si jamais tu touches quelque chose, appelle-moi cette fonction, si jamais je bouge, appelle-moi cette fonction, etc. etc. Donc ça c'est intéressant, si on le passe en devant. De temps en temps il faut regarder ce qu'il y a dans les sources, parce que ça peut être intéressant de voir ce qu'il est capable de faire, même si par exemple, si je monte un tout petit peu au-dessus, voilà, ici, check collisions, ça peut être intéressant. Et ça, intersect point, tout ça c'est dans la doc, mais par habitude, intersect mesh, on peut lui demander est-ce que ce mesh touche un autre mesh. Tous ces trucs là, on peut les avoir dans
dans la doc, mais de temps en temps, taper dans les sources, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Fin de la petite parenthèse. On revient ici. Ici, d'ailleurs, je rajoute un petit truc, c'est si on a touché quelque chose, j'affiche dans la console ce qu'on a touché. Je ne le mets même pas dans un callback, c'est directement ici. C'est un peu comme un recast, ce qui pourrait être intéressant, ceci dit. Je sauvegarde. Et dans Arena, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai pas changé grand-chose dans Arena. On a toujours un node pour le spawn player. C'est pas un mesh, c'est un node. Pourquoi? C'était pour vous montrer qu'on pouvait le faire comme ça. Pour tous les child, ils récupèrent les extras. Dans les extras, il va falloir gérer certains trucs. Par exemple, ici on voit que si le total de vertices est supérieur à 0, il met en place le système de shadow. Par contre, il ne met en place les collisions que s'il y a un extra point collision qui existe. Alors qu'il serait peut-être intéressant de mettre à true ou false, peu importe. Et il y a même un extra point exit. Ce qui veut dire que je n'ai pas fini mon travail sur Blender. Blender ici, Général, File, on ouvre Blender 1, ce qui veut dire que tout ça, là, tout cet objet-là, le level, il faut que je le rajoute ici, Custom Properties, New, alors on voit pas bien, désolé. Je dis ici, c'est un boolean qui s'appelle collision. OK. Et OK. Et lui, il est à true. De la même manière, j'ai ça, ça, donc en gros, tous les walls qui sont ici. Là, c'est pareil. Et il faudrait que je leur mette à tous la propriété collision. Alors, normalement, voilà, moi, je me suis fait un plugin. J'ai fait un petit add-on Blender qui permet d'ajouter un attribut à tous les éléments en cours sélectionnés actuellement. Donc mon nom, le nom c'est collision. Type, alors j'ai pas prévu boolean, donc on va mettre un integer et on va le mettre à 1. Parce que de toute façon, ça revient un peu au même. Par contre, on va faire en sorte que ce soit uniforme. Et donc sur mon attribut ici, collision, je le vire, new, je vais faire en sorte que ce soit uniforme. On va dire que c'est un integer, il s'appelle collision, default value 1. Voilà, je sauvegarde. Donc ça c'est bon. Et pour le ground au fond aussi, on va le mettre quand même aussi. Donc custom, hop, integer, collision 1, c'est parfait. Celui-là m'intéresse un peu plus. Donc lui, il s'appelle exit. Et donc lui, on regarde dans les sources, il fallait qu'il s'appelle exit. Ici, if extra point collision, ça devrait suffire en fait ici. Même pas besoin de mettre égal 1. On vérifiera. Il faudrait le tester. Hein. Maintenant que c'est plus un booléen. New. Ici, on va l'appeler property name. Alors déjà, style, on va dire que là, on peut mettre un booléen, mais pour rester cohérent avec le choix que j'ai fait juste avant, je reste en integer. Exit. On pourrait supposer que si c'est tout à fait possible qu'il y ait exit 1, exit 2, etc. Avec des points différents, si on a pris une exit plus facile qu'une autre. Donc ça me choque pas plus que ça de mettre un 1 à partir du moment où ça reste cohérent. Donc là on est bien, je sauvegarde, export en GLTF, on se remet au bon endroit, il y a test, assets, models, level 1. C'était peut-être... C'était le niveau. File, open recent, niveau 2. Et là, du coup, on va devoir faire pareil. Cette fois, par contre, on vérifie. Ici, le cube que j'ai là, c'est une rampe. Rampe 1. Deuxième cube ici. Celui-là, pardon. Moi, je veux rampe 2. Ensuite, celui-là, on va mettre un S. Et donc, si je fais cube, rampe 1, rampe 2, ground et level,
je vais ici. J'ajoute mon attribut collision, type integer, value 1, add. J'ai un doute sur le fait d'avoir cliqué en fait. On va voir tout de suite. Je vais sur cube, que je vais là, ici. J'avais pas cliqué. Donc cube, borne, level, rampe 2. Je retourne ici, collision, add custom attribute. Et si je vais voir mon cube ici, j'ai bien mon collision ici, j'ai bien collision sur rampe 1 et rampe 2. Bon, ce script, il n'est pas bien compliqué, hein, objectivement, il est assez simple, je vous le filerai, mais c'est d'intérêt limité. Et j'ai pas de exit ici, c'est volontaire, pour l'instant, je n'ai pas envie qu'on sorte du niveau 2, donc je ne vais pas en mettre. File, save, file, export, GLTF. On revient ici. Il y a test assets modèle level 2. Voilà, ça c'est bon. Normalement, on est bon. Alors, c'est parti. Du coup, on va l'arrêter. Oui. On le relance. On essaie de voir où est-ce qu'il se lance. Il se lance là. Alors, est-ce que ça marche du premier coup? Si ça marche, je commit et vous aurez un point de départ. Donc, il y a la musique que je vais arrêter. Alors, on va faire un petit peu différemment. Sound Manager. Ici, volume. Voilà. Save. Et je reviens ici. Je laissais la musique, mais je l'ai vraiment baissé. Voilà, comme ça me gêne beaucoup moins. Et je sais qu'elle fonctionne et j'ai pas besoin de bidouiller un truc. Donc maintenant, je m'approche. Voilà mon personnage. Quand il bouge, il fait ça. Alors c'est pas parfait, hein, vous voyez, mais c'est pas le but. C'est un truc compliqué. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se produire normalement bientôt. Hop, voilà. Donc il n'y a pas de physique, mais il y en a quand même un peu en apparence. Vous voyez, la gravité fait son œuvre et l'ellipsoïde aussi. Donc par défaut, là, il n'y a pas de moteur physique. Pourtant, on a un minimum, voilà, de slide. On a au moins ça. On voit qu'on ne peut pas monter le slope facilement. On pourrait le changer, certainement en changeant le rayon. Là, je vais vous le montrer. Player, ici. Le rayon de notre ellipsoïde, en l'augmentant un peu, ça pourrait rajouter de la courbure à l'ellipsoïde et il est possible, je ne connais pas le code de check collision derrière, mais il est possible que ça passe mieux. Ce qui est intéressant ici, c'est le debug collision qu'on va mettre à true. Alors attention, avant de faire ça, je commit et là je mets ready for vidéo. Commit sync. Là je le poste sur le dépôt. Et du coup on peut maintenant s'amuser. Save, on regarde. On n'a pas testé le exit, peut-être que ça marche pas ça. Et on n'a pas caché le exit non plus. Donc là, vous voyez l'ellipsoïde, pourquoi j'ai choisi un personnage en forme de sphère, c'est parce qu'il est parfaitement adapté. Maintenant, je vous montre aussi, l'ellipsoïde il est créé ici. Et donc là par exemple, donc là j'ai dit que, imaginons que je mette 2 en Y, ce qui correspondrait un peu plus à la réalité, plus à un humain on va dire en tout cas. Voilà, l'ellipsoïde, pas le même. Et donc le personnage est plus haut, de manière assez logique. Alors on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Pour faire propre, je suis reparti d'un répertoire vide. Le dépôt est à jour, donc on va tout de suite aller le voir, ce dépôt. Donc avec les derniers modèles et tout ce qui va bien. L'adresse elle est là-haut. Il y a test. Je copie. Je suis ici. Git clone. Il n'y a pas de répertoire, il va créer le répertoire IA test. Et des IA test. Alors,
On peut faire un code point, ça va nous en ouvrir un autre, c'est pas très grave, on va fermer celui qui est derrière. Hop, voilà. Open Workspace. Ok. On est bien. On vérifie bien dans les assets que j'ai bien mon level 1 et level 2. J'ai bien mon personnage et j'ai toujours mon cube de glace qui va bien finir pour servir un jour. Je ne désespère pas. Index.html, on en profite. On a de temps en temps, j'oublie de changer le titre. C'est pas très important, mais enfin, autant avoir une cohérence. On essaye tout de suite, après avoir installé les dépendances, npm install. npm start. Alors, on est pas mal. Il va falloir enlever le debug au niveau du personnage parce que c'est moche. Voilà, on a un personnage qui peut passer certains obstacles, pas d'autres. C'est parfait. On a même, on voit pas beaucoup, mais on a quand même l'ombre. Fonctionne aussi. C'est léger, mais ça fonctionne. Ici, on s'approche de la sortie. Hop. Et il est là. Alors, on va tout de suite s'occuper du dernier détail. On cache ça. On cache complètement ça là-haut. Ici, debug collision. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va s'occuper de tout le reste, c'est-à-dire, on va se mettre. Donc là, on a réglé ça. On va avoir besoin d'une nouvelle classe pour. On va mettre un ennemi. Alors, un ennemi à fantomètre. Enfin, un ennemi fantomètre, pardon. Classe fantomètre. Donc constructor. Pour l'instant, on va en faire qu'un ennemi. Et on fera une flotte d'ennemis plus tard. L'avantage d'être relativement linéaire au niveau de mes créations de classes, c'est que je peux faire ça. Et ce qui est quand même pratique. Voilà. On a l'update, on a init, un update. On va certainement avoir un move. Et on a à minima un export. Default. Fantomètre. On a clairement besoin d'un mesh. On va avoir besoin d'un move direction. Alors on va mettre un vecteur 3. 0. Et là il nous aide pas parce qu'il ne sait pas qu'on a fait un JavaScript. Donc nous c'est un fantomètre.js. Voilà, comme ça là. Il est content. Donc on a ça. On va avoir besoin d'un... On verra plus tard. Pour le mesh, on aura certainement besoin de quelques petits détails. Pour l'instant, on a le minimum. Le mesh ici, dans le init, soyons fous, on va faire vis.mesh égale mesh builder. Create, on va créer une capsule. On va l'appeler fantomètre. Alors, les paramètres de la capsule, un bien, size, alors c'est diamètre, pardon, ou radius. Radius 0.25. If 1. Oui, 1 c'est bien. Ok, ça c'est notre mesh. On crée donc une capsule. On va position, mesh position,
new vector 3. Oh non, on fait encore un vecteur. Oui, on va mettre un new vector 3 potentiellement on va le changer. Donc voilà, là on est pas mal. Dans l'update pour l'instant on fait rien. Et dans le move pour l'instant on fait rien. On sauvegarde. On va dans notre game. Et on va utiliser une technique que j'utilise souvent quand on fait. Alors déjà on va faire un peu de ménage là, parce que je vois qu'il y a un spécular ici. J'aime pas trop avoir les assets mélangés. Player Arena, Global Manager, Levels, Input Controller, tout ça c'est à moi, donc ça va. Voilà. Là on est bien. Je sépare les imports Babylone, les imports du projet, les imports des assets. Une habitude, c'est pas... Donc, je disais, on va utiliser une technique que j'utilise souvent quand on duplique quelque chose qui est relativement proche d'un autre objet. Un ennemi n'est ni plus ni moins qu'un player, mais sans le clavier. Donc, en gros, on va chercher partout où on a utilisé player et on va mettre notre fantôme. Donc on a Arena ici, on va juste inverser les deux. Et là on va mettre fantomètre. Je fais un copier et je cherche player partout dans le code. Ici j'ai la création du player, j'en profite. Je n'utilise pas le bon langage. Player, création, and init. Je sais que c'est un commentaire qui est relativement un peu inutile étant donné qu'on a un new et un init. Mais c'est là le commentaire il va servir plus à séparer les choses en fait. Hein. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je prévois le fait de pouvoir en faire plusieurs éventuellement. This.fantomètre new fantomètre. Et je vais même aller jusqu'à copier ces deux lignes et vérifier this fantomètre init. Et là j'ai un this player.respawn. Donc je pourrais prévoir que fantomètre elle respawn à un endroit précis. Et là je ne lui passerai pas forcément le exit mesh. Donc là c'est pas this arena get spawn point. Donc, pour l'instant on va lui passer new vector 3 parenthèse 0 0 0. Par contre on va quand même lui créer cette fonction respawn. Alors on va regarder dans player qu'est-ce qu'elle fait la fonction respawn. CTRL C, je prends tout ça, donc je suis dans game ici, hein. Je sauvegarde, je vais dans fantomètre et je crée donc la fonction respawn. La fonction respawn, elle n'a pas besoin du exit mesh, elle n'a pas besoin de ça, on a besoin d'un spawn point. Est-ce qu'on aura besoin d'un spawn point ou pas? On verra comment on fait ça. Pour l'instant, spawn point il est là. On copie donc un spawn point. Mesh position copy from spawn point. Il y a un quaternion, on va en profiter. Voilà, donc on a une rotation quaternion et un move direction. Donc ici, quand on fait la position là, on n'a plus vraiment besoin de faire la position ici. Et éventuellement ça, on pourra peut-être soit appeler respawn, soit ne pas le faire. Pour l'instant, moi j'aime bien laisser le minimum. Donc là, on a un minimum fonctionnalité identique. Je vais juste faire un truc. Je vais arrêter ici le serveur. Ça n'arrête pas de relancer pour rien. Voilà. Donc là, on a copié ce minimum là. Je copie fantomètre ici. Respawn. Alors le terme respawn n'est peut-être pas adapté, hein, mais peu importe. Plutôt spawn que respawn. Peu importe, ça c'est un détail. Je continue à chercher mon player. CTRL F. CTRL F, j'ai dit player. Ici, on est bon. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a nouveau niveau, on refait un spawn. Et bien pourquoi pas. On copie cette ligne. On prend fantomètre. On reprend ici un new vector 3 parenthèse 0 0 0 et on ne lui met pas de exit mesh. On continue. Ici on a un new. Alors là ça commence à devenir embêtant parce qu'on commence à avoir le new level avec le clic et le new level quand on change de niveau. On va faire une fonction pour ça. On va le faire tout de suite même.
toute cette branche ici sert à changer de niveau. Et c'est dupliqué maintenant. Et ça commence à devenir un peu plus gros que juste une ligne. Du coup, on va chercher ça tout de suite. Voilà, quand je change de niveau en sortant par la souris, je fais tout ça. Tout ça. Current level plus, vis current level supérieur machin, etc., etc., etc. Tout ça, je vais le faire dans une fonction qui s'appelle change level. Alors, current level plus, current level supérieur machin. Pour l'instant, on va dire que systématiquement, on passe du niveau suivant. Donc le state, c'est dangereux de le faire dans une fonction hors du controller state, donc il faut faire attention. C'est pas totalement dangereux parce que je suis quand même dans un endroit relativement... Donc je prends tout ça. Current level plus, if machin. J'enlève cette ligne qui sert à rien. Display loading UI, load level. Tout ça. Je l'enlève. Je fais un this.goTo next level. Go to next level. Ici, j'enlève tout ça. Je fais un this.goTo next level. Je fais la même chose quand on appuie sur N finalement, quand on arrive à la sortie. On va faire attention à ce détail là. Je vais devoir soit copier ici, soit mettre dans ma fonction. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre dans la fonction. Donc c'est tout ça. CTRL X. Alors, go to next level. Eh ben, on va le faire un peu plus bas. Ici. Go to next level. C'est une fonction qui fait tout ça. Voilà, ça c'est déjà un peu plus propre. Donc on n'en était pas là, on en était à player. CTRL F. Player. Je reviens au début. J'ai mon init ici. Phantomate. Player update. Du coup, this.phantomate.update. F3 et j'ai pas d'autre endroit. Je reviens au début. Je fais save. npm start. Donc là, on a créé normalement une entité. Ça peut être un petit peu comme ça qu'on l'appelle. Ça, c'est quoi? C'était le serveur d'avant. Alors, une entité qui devrait être à 000, sauf qu'effectivement, à 000, ça doit marcher, sauf qu'elle est sous le niveau. Alors, vérifie. Il est là. Donc, on ne peut pas le mettre à 000. Il faut le mettre un peu plus haut. Et un peu plus haut, c'est... J'appuie sur I. Nodes. Phantomate, elle est ici. C'est-à-dire, en l'occurrence, là. Je me mets en move. Hop. Voilà. On voit que sa position, c'est plutôt 5,75, donc 6 pour l'instant. Pourquoi je mets en dur pour l'instant? Parce qu'on va changer et faire plus propre après. Phantomate. Donc, on va chercher le respawn de Phantomate. Et ici, le respawn de Phantomate, c'est pas 000, mais 6. Et on cherche Phantomate respawn. Et on lui met 6 ici. Pour l'instant, on le met en dur. Save. Voilà, on voit Phantomate, enfin, pas Phantomate. Oui, si, c'est Phantomate. Phantomate, elle est là. On est bon. Maintenant, on va s'attaquer au déplacement de Phantomate. Alors, le déplacement de Phantomate va pas être bien compliqué. On va lui donner des IA minimales. Et l'IA minimale qu'on va lui donner, ben, c'est de... Quand elle n'a rien à faire, elle va se déplacer un peu aléatoirement. Pas au hasard complet, parce que sinon ça va être moche. Elle va se fixer des points de destination au hasard. Quand elle s'approche du player, elle va le sentir. Donc on va appeler ça un sixième sens. Elle va vouloir s'en approcher, plus ou moins précisément, donc on va le faire précisément, mais idéalement ce serait bien qu'elle s'approche environ de la position de player. Et quand elle est à une certaine distance proche, elle le voit, donc là du coup elle va foncer dessus.
en allant plus vite. Donc ça, c'est des comportements qui ont l'air complexes à faire et qui finalement se résument en une chose, c'est une machine à état. Donc on en a parlé quand on faisait les games. Le game, on a vu ici qu'on avait des machines à état assez simples. Ici, voilà, ça, des cases. Mais c'est pareil pour une IA. On a besoin d'un state. Alors on va faire un truc tout bête. On a besoin ici, on va lui créer cette liste de state déjà. Donc on va faire comme on avait fait pour les states de states, c'est un object, alors c'est un enum idéalement en TypeScript, mais là on n'est pas en TypeScript. Il y a 2-3 petits problèmes de faire ça en JavaScript. Non, ici, merci. Donc on a un state ici. Donc on a un state idle par exemple, qui vaut 0. Alors c'est pas vraiment un idle, hein, c'est wonder. State state search. Donc ça c'est quand elle nous a senti mais qu'elle ne sait pas exactement où on est. Et state follow. Là c'est quand elle nous a vu et qu'elle essaye de nous rattraper. Vous remarquerez que je ne mets pas 0, 1 et 2. C'est des habitudes qui datent de 1985 peut-être. À l'époque où on faisait du basique, on mettait les numéros de ligne. Si vous mettiez 1, 2, 3, 4, 5 et que vous deviez rajouter une ligne entre deux lignes, vous étiez obligé de tout renuméroter. Mais ça s'applique exactement pareil ici, à cette forme d'énum là en tout cas. En TypeScript, vous n'aurez pas le problème, hein. Vous mettez le premier puis virgule et vous ne mettez pas les valeurs des autres. Il le fait tout seul. Sauf que là, moi je préfère ici le contrôler, puisque c'est pas un enum. Donc là, du coup, si j'avais mis 1, 2, 3 et que je rajoute 1, j'aurais tout renuméroté. Ou faire en sorte que ce soit pas dans l'ordre, ce qui me plaît pas. Donc, je préfère garder l'habitude. Si je veux en rajouter 1, ben, je mettrai 5. Voilà pour la petite anecdote. Alors, on va avoir besoin pour notre personnage. Il faut qu'il se déplace. Donc là, const speed. On va lui mettre une vitesse. On a dit qu'on avait besoin de run speed. Il va aller 2 fois plus vite quand il court. On a besoin d'une distance à laquelle il va sentir les choses. Donc la sense distance, on va mettre 20 par exemple. On a besoin look distance. Là c'est pareil, vous vous demandez pourquoi est-ce que je l'ai mis au-dessus peut-être. C'est juste parce qu'il est plus petit numériquement. Je suis peut-être psychotique. Peu importe. Alors, ok, ça c'est bien. On va avoir besoin donc ici d'un state. Par défaut, on le met à states.stateIdle. Donc c'est notre état courant. Et dans toutes les IA, souvent, on va dire pas toutes, dans les jeux, vous avez cette notion de je suis dans un certain état, je fais certaines choses, je change d'état, et je fais d'autres choses, etc. Donc je vais basculer d'un état à un autre, suivant certaines conditions. On pourrait le coder de manière très compliquée, mais j'aime pas coder les choses de manière compliquée, donc on va coder ça simplement. Alors, on va avoir besoin de, ici, l'update. Alors on a besoin, a priori, ça m'énerve depuis tout à l'heure, je vais le changer. C'est pas respawn. Spawn, voilà. Je préfère comme ça. Save. Donc ici c'est spawn. On est bon. Je vais avoir besoin dans cette fonction de la position du player. Alors du coup, je sais qu'on peut considérer que c'est de la triche, mais on va simuler des sensations. Idéalement, il faudrait qu'on ait une fonction qui nous permette de trouver autour de nous approximativement. Mais ça, c'est comme toujours dans les jeux, c'est du fake. On peut le faire en vrai, on pourrait faire un truc très compliqué qui envoie des rayons autour de nous pour trouver le player, mais finalement, c'est ni plus ni moins que de savoir sa position et de voir si on est à une certaine position. Donc on va simuler ça. Et pour simuler ça, on va passer la position du player régulièrement. Alors on pourrait même passer l'objet player à l'init pour que le fantôme soit en permanence au courant de la position du player. Je vous montre une possibilité qui est de passer la position du player pendant l'update.
Donc ça, normalement, ça ne devrait pas être compliqué. On va aller dans Game. On va chercher Phantomate.update. Et ici, on va lui placer .player.getPosition. Pourquoi est-ce que je passe pas player.mesh.position? Parce que je suis en dehors du player ici. Et au niveau de l'organisation de mes objets, même si j'ai pas de notion de privé et de public en JavaScript, si vous êtes en TypeScript, vous l'avez. Et si de toute façon on n'a pas de notion de privé et de public, c'est pas pour ça qu'on doit faire n'importe quoi. Et on doit s'auto-discipliner. Donc getPosition et le player va me renvoyer sa position. Je ne suis pas censé savoir de là où je suis quelle est l'organisation de cette classe-là. Peut-être qu'elle a un mesh, peut-être qu'elle a un transform, peut-être qu'elle a autre chose. Donc je lui demande quelle est ta position. Ok, getPosition, save, et donc dans player, on doit avoir une fonction qui va nous renvoyer. Alors on va trouver ça ici. On doit avoir une fonction qui va nous renvoyer check collision, input move, apply camera. On va la mettre un peu plus haut, en dessous du update, input move. Donc j'aime pas trop mélanger les trucs qui n'ont rien à voir. Ici, allez. getPosition. Et cette fonction va nous renvoyer un return vis.mesh.absolute position, en faisant en sorte. Alors il faut faire attention parce que là je lui passe le pointeur direct. C'est un get, normalement absolute position. Je ne fais pas un get absolute position qui me renvoie un nouveau vecteur. Je fais un absolute position qui est censé me faire un get de absolute position. Par principe, on va quand même cloner cette réponse. On ne va pas supposer qu'on peut l'altérer et tester. On ne va pas le faire du tout, c'est encore mieux. Alors, Phantomate, update, ok. Et Phantomate, dans son update, du coup, elle reçoit la player position. Ok. On a besoin de sauvegarder cette position. Mais on a dit aussi que, par défaut, le Phantom a aussi une target qui est au hasard de temps en temps quand elle ne voit pas le player. Donc, target, position, c'est un vecteur 3.0. Et éventuellement, on peut aussi sauvegarder soit la position du player ici, player, position, égale, et là c'est pareil, vecteur 3.0. Donc on a notre target position de manière générale et notre player position. Peut-être que je vais en supprimer une des deux à un moment donné, de variable, on verra. Pour l'instant, je le fais un peu en live. Dans l'update, on sauvegarde vis.player position.copy from de player position. Je copie la valeur qui m'est envoyée. Ça, c'est pas mal. Normalement, on va avoir ici dans l'update, on va avoir à minima un vis.move. Et juste avant ici, l'équivalent, dans un player, on a un vis.getInput quelque chose. Finalement, regardez bien, ici, quand on fait un update d'un player, voilà, on a input move, apply camera, move et check collision. On va garder la même logique d'ennemi, sauf qu'il a son input move, ben c'est son intelligence en fait. Donc là, c'est pas vis.input move, mais vis. Par exemple, comportement. Et ici, on a comportement. Alors on va plutôt le mettre en dessous, parce qu'il va être un peu plus gros que move. Voilà. Alors, comportement. Qu'est-ce qui fait comportement? Ben, déjà, on a dit qu'il y avait 3 états. Donc de base, if, this, ouais, state, égal. Alors c'est states, je vais y arriver, point. Le premier c'est idle, on va coder le premier déjà. Si c'est ça, je fais un is.comportement underscore comportement idle. Je fais ça, format else, et là le deuxième c'est
search. Et le troisième, c'est follow. Voilà. Ok, comme je dis tout le temps, je fais en sorte que mon code fonctionne le plus vite possible en faisant des placeholders le plus rapidement possible. Voilà, ici on a ça, et ici on a celui-là. Je vais y arriver. Voilà, si je fais un run ici, ça marche encore. Ça fait pas grand chose de plus, mais ça fonctionne. Cette fonction, normalement, est terminée. Save. Comportement idle. Alors, comportement idle, par défaut, on va choisir régulièrement un endroit où on va se déplacer. Donc, il nous faut cette notion de temps. Il faut qu'on sache quelle heure il est déjà. Now égale performance.now. On demande au moteur JavaScript. Si date.now ça marche aussi, mais performance c'est multiplateforme pour Babylon Native. Prenez l'habitude, on ne sait jamais. Date.now ça marche qu'en JavaScript. Donc, on a besoin de savoir quelle est l'heure quel est le nombre de millisecondes courantes depuis qu'on a démarré, je crois. Peu importe, en gros, c'est le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis un certain temps. Ensuite, on a besoin de savoir quelle est la distance entre nous et le player. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir de ça. On va plutôt faire un autre truc qui va être le if now. Je l'ai fait dans l'ordre, je vais faire celui-là en premier. Est-ce que now est supérieur à 10.next target next target time, c'est bien. Next target time, c'est une variable que je vais tout de suite créer ici et qui vaut 0 par principe au départ, qui vaut 0 aussi quand on le fait en spawn. Next target time égale 0. Voilà, ça c'est un peu, faut pas oublier ce genre de truc. Alors, si vous allez voir tout de suite que next target time égale now plus 5000. En gros, je lui dis, est-ce que now est supérieur à next target time? Forcément, next target time étant à 0 au départ, ben, ça va être oui. On va ici choisir quoi destination. Tac, 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 tac. Et après, on dit, ben, la prochaine fois que je le fais, ce sera dans 5 secondes. Et dans 5 secondes, now sera supérieur à this next target time et on fera. Donc en gros, toutes les 5 secondes, il va prendre une nouvelle décision à condition qu'il soit en idle. Donc on arrive bien au principe de base des changements d'état. Enfin, on n'est pas encore en changement d'état, pour l'instant on va rester que dans celui-là. Toutes les 5 secondes, il va choisir une destination. Alors il pourrait y avoir un état intermédiaire qui s'appellerait le state idle et le state wander, et toutes les 5 secondes, il va passer en état wandering. Sauf que moi, j'ai choisi que le idle, mon comportement idle, c'était de faire du wandering. Donc, j'ai pas d'étape intermédiaire. Ça, c'est un détail, c'est pas important. La destination. Le choix de la destination, c'est this. Point. Il me semble avoir mis une target quelque chose. Target position. Point 7. Et j'ai besoin donc de lui donner des positions normalement plus ou moins au hasard. Alors, plus ou moins au hasard, il faudrait que j'ai des zones ici définies dans Blender pour lui dire que les endroits où il peut apparaître. La zone bleue est pas mal. On va supposer que c'est un fantôme et qu'il peut apparaître à travers les obstacles pour l'instant parce qu'on n'a pas les collisions. Alors, comment on détermine les axes? On pourrait déterminer par rapport à ce mesh là par exemple, ici. Voilà, lui c'est ground. On voit que ground finalement il est pas mal parce qu'il est relativement bien positionné comme il faut, mais j'ai pris de la marge dans Blender. On pourrait avoir le risque d'apparaître si je prends le bounding box de cet objet, je risquerais d'apparaître à des endroits dangereux. Donc ce qu'on va faire, c'est plus simple. On a notre player qui est ici. Pour l'instant, nous on va le faire en dur, parce qu'on n'est pas... Voilà, ici on voit qu'on est à moins 25 en X. Moins 25 en X et 38 en Z. 38 en Z jusqu'à moins 31. On va de 31
Donc en gros de 31 ici à moins 31 ici. Ok. Donc de moins 30 à 30. Allez, admettons. Le X, je suis à moins 27. Moins 27. Jusqu'à 54. Et je veux pas que l'ennemi apparaisse potentiellement plus loin que la moitié ici. Donc là, je suis à 0 à peu près. Voilà, ici, 0. Donc de 0 jusqu'à 45, 50, 45. Donc X de 0 à 45. Donc, si vous voulez, on peut faire ça. X égale scalar random range. Donc de 0 à 45. Let Y égale, on a dit qu'on mettait 6, quoi qu'il arrive. Let Z égale scalar parenthèse point random range de moins 30 à 30. On est pas mal. Ok, donc 7, X, Y, Z. Pour être totalement honnête, ici, le Y, on pourrait faire plus que 6, on pourrait juste faire par exemple 10.mesh, point, position, point Y. En gros, on ne le touche pas. Là, on est bien. Vister, hop, on est pas mal. On sauvegarde. Alors, il doit y avoir un petit détail à régler. On va vérifier ce qui manque. Le move. Tout bêtement. Là, on a le comportement, mais on n'a pas le move. Alors, le move. Ici, on a déterminé notre target position. Maintenant, dans le move, il va falloir qu'il vérifie. Alors, soit on le fait ici. Dans le comportement idle, on va calculer ce move direction. Soit on le fait dans le move directement. Alors, on va le faire ici parce que ce sera peut-être plus propre. On va faire un tout petit truc alors. Du coup, ici, on a pris notre décision. Ok, on verra ce qu'on. On va dire qu'on va calculer ici notre target de move direction. Alors le move direction, c'est quoi? On va faire un vis point target position. Target position, c'est ouais, on va le laisser comme ça. Point subtract to left. On va calculer notre delta parce que finalement notre direction, c'est notre position, c'est la position du player moins notre position. Destination moins source, ça donne la direction. Donc on va soustraire à, on va lui enlever vis mesh point absolute position. Absolute position, j'ai dit. Donc, j'explique. J'enlève à target ma position actuelle. Ce qui veut dire que ça va me donner mon vecteur de direction. Et je mets le résultat dans vis.move direction, qui existe déjà, c'est parfait. Donc dans move direction, ça y est, j'ai ma destination. Attention, vis.move direction n'est pas normalisé, donc je pense à normaliser, ce n'est qu'un vecteur de direction. Avant de le normaliser, if, vérifier un truc, si move direction.length est inférieur à 0.01 par exemple, donc s'il est très petit, si je suis très proche du player, 0,001, peu importe, à ce moment-là, je vais faire un move direction.set all 0. En gros, si je suis très proche du player, moi je décide de ne pas bouger. Si je suis très proche de l'endroit où je dois aller, pardon, je décide de ne pas bouger. Sinon, voilà, sinon je fais ça. 10. Voilà. Il nous manque un petit détail. Speed égale speed.
Et on va rajouter ça. Alors on va rajouter ici. Speed, c'est... Par défaut, on a 2 vitesses possibles. On a dit quand on suit le player, on va aller plus vite. Donc je lui dis ici, ta direction, c'est ce vecteur, et ta vitesse, c'est ta vitesse normale. J'ai maintenant ce qu'il faut dans le move, ici, faire comme avec le player. If this.move direction.length. Alors length, oui. Length. C'est une méthode, donc je me suis trompé ici. Je crois bien que c'est une méthode, il va falloir vérifier, mais il me semble bien. Length, est-ce qu'il est différent de 0? Est-ce que mon length est différent de 0? Et ici dans le move, je vais pouvoir... Alors, vis, voilà, move direction. On va faire en sorte déjà que le Y soit dans 0. Je ne veux pas me déplacer sur le Y. Et je vais faire un vis.move direction. Scale in place. On va rajouter vis.speed. Donc je multiplie mon vecteur de direction par ma vitesse, multiplié par global manager delta time. Donc je prends directement, je modifie directement ici move direction. Ça paraît bizarre que je modifie directement le vecteur et que j'en crée pas un autre, mais je sais que move direction est réécrasé à chaque fois de toute façon. Donc là je peux multiplier, il n'y a pas de souci. Ici je vais multiplier et je vais ajouter à mon personnage cette move direction. Donc si move direction scale in place, et là je fais un vis .mesh .position add in place de vis.move direction. Normalement, on est pas mal. On sauvegarde. Il m'étonnerait que ça marche du premier coup, mais pourquoi pas. Alors, il faudra voir si on a fait tout ce qu'il faut. Il doit y avoir un petit souci. Et là, du coup, on va devoir débugger. On va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, déjà, on a des console.log, c'est un peu en milieu. Alors, le speed ici, il est à 5. Move direction. On a bien une direction ici normalisée sur le X à 1. Vis mesh position. 0,6. Ouais. C'est pas mal ça, pourquoi ça marche pas? Ouais, ça marche bien, mais un peu trop même. 480 en X. On va avoir un problème ici, je pense. Donc, ici. Oui, effectivement. Donc, toutes les 5 secondes, je choisis ma destination. Ça, c'est bon. Contre comportement idle, il doit tout le temps donner la direction vers laquelle il veut aller. Donc, ici, toutes les 5 secondes, effectivement, je choisis une direction différente. Par contre, de manière générale, je calcule toujours mon delta par rapport à ma position actuelle et la position où je souhaite aller. La position où je souhaite aller, elle est changée toutes les 5 secondes, ça c'est pas un souci. Par contre, de manière générale, 60 fois par seconde, je calcule ma move direction. Je pourrais ne pas faire comme ça. D'accord, sauf que là, ça va mieux marcher comme ça. Alors, du coup, on peut arrêter le débugger. Le débugger, il est là. On relance ici localhost. Et voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, il se déplace et au bout de 5 secondes, il change d'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte de mal, hein. Et 5 secondes. Hein. On va vérifier. 1, 2, 3, 4,
5. C'est à peu près ça. Bon, avec un chronomètre, je pense qu'on arrive à 5 secondes pile. Ok, donc là on est pas mal. On est pas mal. Il faut maintenant, on va faire la suite, c'est-à-dire on va faire les autres comportements. Je vais faire une autre vidéo. Comme ça, celle-là est un peu plus courte. On va faire les autres comportements et après on rajoutera les collisions, le mesh et on sera pas mal. Voilà. À bientôt. Bonne journée.